Soyez bénis d'être Lumière du Monde Télévision et bienvenue à votre plateau de votre émission e-décryptage, la tribune des dossiers brûlants de l'actualité africaine et internationale. Encore une fois, merci de votre fidélité. 3 sujets à l'affiche ce jour. En Tanzanie, la mort du président John Magufuli suscite beaucoup d'interrogations sur les causes de ce décès. L'opposition parle de la Covid-19 quand l'entourage du défunt président évoque des complications cardiaques. Le vaccin AstraZeneca de retour après avoir été interdit pour des raisons d'effets secondaires produits par le sérum. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence européenne de médicaments, autorise à nouveau l'utilisation du vaccin. Certains pays restent encore réticents. Et puis la question chrétienne de ce plateau portera sur la montée en puissance de la foi en Jésus-Christ sur le continent africain. Selon l'encyclopédie chrétienne mondiale, le pourcentage de chrétiens est passé de 9% en 1900 à 49% en 2020, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus chrétien sur la planète, contrairement au continent européen où la foi chrétienne connaît une véritable chute. Pour décrypter donc tous ces sujets de l'actualité, nous sommes avec nos traditionnelles matières grises africaines, d'éminents consultants en politique africaine et internationale. J'ai nommé Dr Bangaling Goran Gédéon. Bonjour. Bonjour Franck Colbert, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et maître assistant d'histoire contemporaine à l'université Jean-Laurent Guédé, c'est à Daloa, en Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur Samuel Maté. Bonjour Franck, bonjour téléspectateurs. Merci encore une fois de nous honorer de votre présence. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et conférencier international. Premier sujet de ce plateau de e-décryptage, de quoi est mort le président tanzanien John Joseph Magufuli? Difficile d'apporter une réponse à cette question. Le chef d'État avait disparu de la scène politique avant l'annonce de son décès. Si pour l'opposition, John Joseph Magufuli est mort de la Covid-19, pour son entourage, l'on parle plutôt d'insuffisance cardiaque. Comment est mort le président tanzanien? La question alimente encore les conversations. Officiellement, il est décédé d'une insuffisance cardiaque, mais la thèse du coronavirus est de plus en plus évoquée, alors que John Magufuli a toujours minimisé l'ampleur de la pandémie. L'une des raisons qui pourrait avoir conduit à retarder l'annonce de la mort du président Magufuli pourrait être, premièrement, la gestion de l'anxiété au niveau national. 2. L'élaboration d'une feuille de route pour la transition. 3. L'appréhension relative à l'annonce de sa mort. Il aurait été un peu honteux d'annoncer que le président est décédé alors que les spéculations allaient bon train sur le fait qu'il aurait pu contracter le coronavirus. Cela aurait pu exacerber des questions liées à ce décès, alors que le président lui-même avait rejeté le recours à la science dans la lutte contre la pandémie. La succession de Magufuli sera assurée, comme le stipule la constitution tanzanienne, par sa vice-présidente. L'arrivée d'une femme à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est est un fait inédit. On sera face à la question du genre. En tant que femme, étant un peu décontractée, elle peut susciter des appréhensions au niveau national sur ses capacités, à moins qu'elle ne démontre le contraire. D'autre part, la population tanzanienne n'a pas démontré qu'elle pouvait avoir confiance en une femme comme présidente. C'est pourquoi des femmes peinent à diriger les partis politiques dans ce pays. La donne vient donc de changer. Samia Suluhu Hassan restera aux commandes du pays jusqu'en 2025. Elle pourra alors affronter lors de la prochaine présidentielle l'opposant Tundu Lissu. Ce sera une course à 2 vitesses entre Tundu Lissu et la présidente Suluhu aujourd'hui. Tundu Lissu écraserait Suluhu parce que Tundu Lissu est habile, il sait comment galvaniser les foules, il a une dextérité politique admirable et a le charisme et la passion qui, comparativement, manquent beaucoup à la présidente Suluhu. Et c'est là le problème. Pour beaucoup, celle qui sera la première présidente en Tanzanie va gouverner sous l'influence du clan Magufuli et des renseignements. Voilà, retour donc sur notre plateau. Pourquoi autant de spéculations autour de la mort du président John Joseph Magufuli? De quoi serait-il mort, selon vous? Alors, il y a 2 versions de l'événement qui se livrent une guerre médiatique.
Il y a la première version qui est celle du gouvernement qui, bien sûr, selon les mesures protocolaires, donne l'idée que le président serait décédé à la suite de complications de problèmes de cœur. Il s'était fait placer, paraît-il, un pacemaker pour stimuler son rythme cardiaque. Alors, mais à côté de cette version-là, il y a la version qui est relayée par les médias occidentaux et qui a été introduite dans l'espace public par son principal opposant en exil en Belgique. Et cette version-là voudrait qu'il soit mort des suites des complications liées au coronavirus. Alors, mais il y a plus d'éléments aujourd'hui qui militent en faveur de cette deuxième version pour la simple raison que le pays, la Tanzanie, a choisi de, je dirais, nier l'existence de cette menace. Et alors, à contre-pied des politiques de restriction liées, je dirais, aux stations balnéaires et tout, Zanzibar, qui est une archipel presque autonome, est resté ouvert à tous les touristes européens qui ont eu l'occasion là de venir profiter du soleil dans une situation où dans les différents pays, ils étaient confrontés à la morosité. Et apparemment, ce flot de touristes qui a bénéficié, c'est vrai, aux activités touristiques qui représentent l'une des bases de la croissance du pays, a bénéficié, c'est vrai, au pays, mais ces touristes apparemment ont débarqué avec un passager clandestin dans leur bagage. La première preuve, c'est que tout de suite, le premier membre de l'élite politique qui a été victime de cette contamination, c'est le vice-président, justement, de l'archipel de Zanzibar. Donc le vice-président qui est mort et dont le parti a annoncé officiellement qu'il avait contracté le coronavirus. Alors après lui, il y a eu le secrétaire principal de la fonction publique qui est un des proches du président Magufuli, du nom de John Kijazi, également qui est mort dans des conditions qui ont été attribuées au coronavirus. Et la preuve est faite que pendant que le président Magufuli était en hospitalisation, autour de 7 à 8 membres du gouvernement et de son cabinet présidentiel ont été également testés positifs au coronavirus. Donc aujourd'hui, à l'état actuel des choses, ces éléments d'information donnent de penser qu'il s'agit effectivement du coronavirus, mais on comprend le protocole d'État. Il n'est pas possible de dire que le président, après le combat qu'il a mené, qui serait mort du coronavirus, ce serait une façon en quelque sorte pour eux de salir sa mémoire et donc ils ont une position protocolaire qui se comprend tout à fait. D'accord, nous reviendrons donc sur ces conditions protocolaires tout à l'heure. Docteur Maté, insuffisance cardiaque, coronavirus, votre position? Écoutez Franck, moi je me mets en porte-à-faux par rapport à mon collègue. Parce que récemment, toutes les maladies ont changé de nom. Malaria s'appelle coronavirus, la diarrhée s'appelle coronavirus, la fièvre typhoïde s'appelle coronavirus. On n'entend plus quelqu'un mourir d'une autre maladie à part le coronavirus. Il faut noter que la Tanzanie, sous John Magufuli, a eu des résultats mixtes. Le taux de pauvreté a augmenté, mais le nombre de pauvres a augmenté. C'est vrai qu'il a mené une lutte contre la corruption. Mais en même temps, il est à son deuxième mandat, parce qu'il a été élu en 2015. Et récemment, en 2020, en octobre 2020, il y a eu l'élection présidentielle. Donc, il meurt au pouvoir. Et il faut dire qu'il a été montré par la vice-présidente Soulou que le président traînait cette maladie depuis 10 ans. La période électorale de la période d'élection présidentielle a été très éprouvante pour lui. Avec beaucoup d'émotions. Oui, avec beaucoup d'émotions. Il a fait le tour de la Tanzanie, etc. Et pour quelqu'un qui a des faiblesses cardiaques, ça se comprend aisément qu'il peut y avoir quelques petits soucis après de santé. Est-ce que vous voyez? Vous êtes donc pour l'option insuffisance cardiaque? Oui, sur la base de l'intense activité qu'il a eue en octobre par rapport aux élections présidentielles et ce qui en est su par rapport au fait que la population a commencé à exprimer leur non-satisfaction ou leur non-satisfecit par rapport aux résultats économiques qu'il a obtenus. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations. On parlait du transfert du président au Kenya voisin. Il souffrirait de la Covid-19. J'aimerais savoir également pourquoi autant de spéculations ou alors pourquoi les questions liées à la santé de nos chefs d'État, de nos hommes d'État sous nos tropiques sont accompagnées de beaucoup de tabous. Pourquoi? Moi, j'aimerais me jeter à l'eau.
Au fait, je suis un partisan de la transparence sélective. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que je ne suis pas un partisan de dire que bon, la population a besoin de savoir tout. Donc, si le président a été piqué par des moustiques dans sa chambre, il faut alors le dire à la télévision. Bon, je pense sincèrement qu'il y a des secrets d'État. Nous sommes dans une économie où il y a de la concurrence entre les pays. Le président est la tête du pays. Et se dire qu'on révèle au grand jour des problèmes qu'il a en termes de sa santé, c'est révéler à des ennemis les faiblesses de ce président. Donc, supposons que, par exemple, le président est diabétique et que, pour des raisons de transparence, on annonce partout que, ah oui, il a eu un malaise parce qu'il est diabétique, il avait, etc. Et donc, il a eu un malaise. Donc, un agent ennemi qui veut alors tuer le président sait comment le tuer. Il suffit de lui donner un sérum glucosé, par exemple. Donc, au fait, la santé est une arme. La santé est une arme, c'est ce que les gens doivent comprendre. Et c'est pour cela également que les informations sur la santé de nos chefs d'État, et moi je suis partisan pour cette non-transparence et cette opacité sur la santé de nos présidents, je suis pour. Il faut que ça soit quelque chose qui soit établi pour la sécurité du pays et pour la sécurité de nos chefs d'État. C'est votre point de vue, docteur Bangali? Oui, je dirais la même chose, mais en des thèmes assez différents. Avant ça, je vais quand même rebondir sur ce que le docteur Martin a dit par rapport aux conditions de sa mort. Il est clair que ça fait 2 fois, on en parlera certainement, Nkurunziza dans les mêmes conditions aujourd'hui, le président Magufuli. Il est clair qu'aujourd'hui, quand un pays refuse de reconnaître la réalité du coronavirus, il n'y a pas de réponse sanitaire au niveau local qui est prévue pour gérer des cas. Et le président, vraisemblablement, en tout cas selon ma conception des choses, a été victime de cela. C'est bien dommage, il faut que cela serve de leçon et qu'on prenne conscience de ce que c'est une existence. Alors, concernant justement la question de la communication sur la santé, il faut savoir que aujourd'hui, les États africains tels qu'ils fonctionnent, ils fonctionnent avec un héritage, un arrière-plan culturel de la société africaine. Dans la société africaine, le chef est vu comme un être doté d'une dimension surnaturelle de pouvoir parce qu'il a été établi par, entre griffes, les ancêtres ou Dieu. Et donc, un chef qui tombe malade comme tous les mortels, évidemment, c'est là la preuve qu'il n'est pas légitime parce qu'il ne bénéficierait pas, évidemment, de l'onction des ancêtres ou encore de Dieu. Et donc, il y a cette conception culturelle qui est ancrée dans la conscience des Africains, sur laquelle, généralement, nos différents présidents jouent. Des présidents ou encore même nos rois, les différentes structures étatiques, ancestrales qui ont survécu à la colonisation. Dans certaines sociétés, par exemple, quand le roi est décédé, on vous dit que le roi a mal à la dent. Et donc, il y a tout cet habillage protocolaire pour donner l'impression que celui qui est assis sur le trône ou encore sur le fauteuil présidentiel est un homme qui est un peu au-dessus, l'intermédiaire entre le surnaturel et le monde physique. Ensuite, il y a la deuxième raison, qui est tout à fait sécuritaire et stratégique, comme l'a relevé précédemment le docteur Maté, qui est que le président, nous sommes dans le cadre des sociétés post-coloniales qui ont été constamment en crise. Il y a une crise permanente qui a fragilisé les bases de l'État, de sorte que le président est finalement devenu l'homme de la brèche, celui qui est le gardien de l'équilibre républicain. Et donc, en cas de maladie ou d'indisponibilité prolongée, ça peut réveiller des appétits au niveau interne, avant même de parler du niveau extérieur, au niveau interne, réveiller des appétits et susciter des remous qui peuvent pousser les uns les autres à récupérer le pouvoir. Donc, il y a cette explication qui fait qu'on a tendance... Alors, il y a tout de même une remarque à faire. Pierre Nkurunziza au Burundi refusait donc la présence de cette maladie sur son territoire. Il est mort après l'annonce qui a été faite. Il serait mort d'insuffisance cardiaque. La même chose. Même scène pour la Tanzanie avec Magufuli. Alors, est-ce que réfuter la présence du coronavirus dans son pays débouche nécessairement sur des crises cardiaques? Les risques sont assez importants. On l'a vu avec Boris Johnson en Angleterre. Alors, à la seule différence qu'en Angleterre, le Premier ministre n'est pas un président doté de pouvoirs aussi importants qu'en Afrique. En Afrique, lorsqu'un président refute l'existence du coronavirus, eh bien, il
il a les instruments du pouvoir qui lui permettent d'imposer cette décision, son opinion, non seulement au gouvernement, mais aux scientifiques même qui, généralement, sont les plus compétents pour se prononcer sur la question. Alors, en Angleterre, Boris Johnson était sceptique, mais cela n'a pas empêché l'Angleterre de prendre des dispositions sanitaires pour répondre à l'épidémie qui touchait la population. Et finalement, quand lui-même il a contracté la maladie, il a fait une forme sévère, c'est ce système justement qui avait été mis en place qui l'a sauvé. Il a dû son salut à ce système. Il est entré dans le coma prolongé pendant des jours avant de revenir. Alors, contrairement au cas africain où le président a toutes les manettes du pouvoir et peut empêcher d'une façon ou d'une autre, on se rappelle encore du cas burundais où les représentants locaux de l'OMS ont carrément été chassés du pays parce qu'on estimait qu'ils faisaient de l'ingérence dans la politique sanitaire. Mais est-ce que derrière, on ne pourrait pas penser aussi à d'autres choses? Parce qu'on refuse la présence du coronavirus et on meurt tous de la même façon, docteur Maté? Mais écoutez, on trouve là toute une manipulation quelque part. Parce que vous voyez que... mais généralement, en termes scientifiques, il faut qu'un troisième président meure. Pour qu'on soit sûr que c'est... Vous faites l'équilibre, quoi. Ouais, pour certifier que, effectivement... Oui. Parce qu'il y a un premier qui est mort dans les circonstances... déjà, c'est confirmé. Hein, parce que deux ça confirme. Qui réfutent la pandémie. Moi, j'attendrai un troisième. Donc, il nous faut un troisième pays test où le président décline avec vigueur. Okay. Et dès sa mort, on pourra alors se prononcer. Alors, la Tanzanie est désormais dirigée par une femme, Samia Suluhu Hassan, l'ancienne vice-présidente du pays. Elle va donc assurer l'intérim jusqu'en 2025. C'est la deuxième femme chef d'État en Afrique et la première du pays que la Tanzanie connaît. Elle a prêté serment. Quelles sont les chances de cette femme, selon vous? Bon, il faut dire que la Tanzanie vient de loin et que le premier président a fait un travail formidable. Et on a quand même une certaine harmonie, homogénéité qui a été créée dans le pays quand même. Et on le voit ici que la vice-présidente, elle est femme et elle est musulmane. Et on se retrouve souvent dans une situation en Afrique où ce n'est pas nécessairement une situation où on a des mâles dominants, au fait, et on a des régions qui sont à dominance soit chrétienne, soit musulmane, mais arriver à créer cette harmonie est difficile. Et les Nigérians du Nigeria sont en train de réussir ce pari avec John Goodluck qu'on a eu, Buhari qui est musulman et l'autre chrétien. Mais il faut reconnaître que, comme je le disais, le succès de Magafuli a été sur le point de la lutte contre la corruption. Mais en termes économiques, les résultats sont mitigés. Parce que ce couple n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à diversifier l'économie et à tirer l'économie vers le haut. Et on s'est rendu compte, par exemple, selon les chiffres, que le nombre de pauvres a augmenté, par exemple. Le nombre de pauvres a augmenté. Et avec la Covid, comme le disait tout à l'heure mon collègue, Dr Bangali, avec la Covid, parce que leur économie est basée essentiellement avec Zanzibar sur le tourisme. Donc quand il y a eu la Covid, ils ont été très très affectés. Et parfois certains se disent, même si ce n'est pas à cause de cela, que Magafuli rejetait, n'est-ce pas, l'existence de la Covid, parce que l'existence de la pandémie, pour justifier le fait de continuer à ouvrir, n'est-ce pas, le pays, n'est-ce pas, parce que... Surtout que c'est l'activité principale. Oui, c'est l'activité principale, plus de 65%. Donc, ma question ici, c'est de se dire que si ce couple, un homme et une femme, n'ont pas pu redresser l'économie, bon, quand la femme elle est seule à la tête, la question se pose, surtout dans un pays qui est mal dominant, typiquement africain. D'accord. Docteur Bangali, c'est votre point de vue? La Tanzanie est prête à être dirigée par une femme? Oui, en partie parce que la Tanzanie est un pays délicat. Un pays délicat parce qu'ils ont 45% de chrétiens et 35% de musulmans. Et on retrouve là-bas l'hindouisme classique comme la religion sikh. On retrouve également plus de 100 ethnies, des minorités ethniques africaines. Et donc, elle prend le pouvoir dans un pays qui est
je dirais, d'une mixité culturelle assez importante. Et généralement, pour ces gens de pays qui ont ce profil, quand on a à la tête un président qui est face à une opposition qui est plus influente, parce qu'on a écouté tout à l'heure dans l'élément, l'opposant qui se retrouvera face à elle, au présidentiel, a un peu plus d'impact sur la population que la présidente qui est en question présente par défaut. Alors, le risque, c'est que celle qui est au pouvoir élabore des stratégies de conservation du pouvoir qui aillent un peu sur le terrain des identités culturelles et ethniques ou religieuses. Alors, si la Tanzanie prend ce chemin-là, il est clair qu'il y aura une implosion. Mais par contre, si elle reste dans le canevas qui a été tracé par les précédents, c'est-à-dire de rester dans le cas de ce tandem où la présidente est musulmane, le chrétien est vice-président, dans ce tandem mixte-là, il est clair que si on n'engage pas le jeu politique sur le terrain ethnique ou religieux en Tanzanie, à partir des bons fondements économiques qui ont été laissés par l'administration Magafuli, il est clair qu'elle dispose déjà des sillons qu'elle n'aura qu'à suivre parce que le président Magafuli a été surtout un très grand visionnaire. Il a engagé des grands travaux sans la plupart du temps solliciter des capitaux extérieurs. Il a rendu l'école gratuite. Il a aujourd'hui entamé la mutation lente de l'économie du secteur, d'une dominance du secteur primaire vers le secteur tertiaire, de sorte qu'on a multiplié l'apport des ressources minières et du tourisme. Donc aujourd'hui, il y a des bases solides. Le seul danger pour elle, c'est, en considérant bien sûr sa faiblesse en termes d'impact, c'est d'engager le débat politique sur le côté identitaire. C'est ce qu'il faut éviter. D'accord. Tous nos voeux de succès accompagnent donc la nouvelle présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, 61 ans. Nous passons au deuxième sujet. Fini les nombreuses inquiétudes et préoccupations autour du vaccin britannique AstraZeneca. L'avis favorable rendu par l'Agence européenne des médicaments a changé la donne. La vaccination par le vaccin AstraZeneca est désormais autorisée, a repris dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et la Slovénie. Il faut aussi dire que beaucoup de pays restent encore sceptiques quant à l'utilisation de ce sérum. La vaccination par AstraZeneca va reprendre dès aujourd'hui dans plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne ou encore l'Italie et la Slovénie. Les uns après les autres, ils avaient suspendu par précaution son utilisation. L'avis favorable rendu ce jeudi par l'Agence européenne des médicaments a changé la donne. Alors que la troisième vague monte, les gouvernements misent sur l'accélération des campagnes de vaccination. Le Premier ministre français qui s'est exprimé hier a annoncé qu'il recevrait lui-même une injection du vaccin AstraZeneca ce vendredi. La haute autorité de santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca afin que nous puissions reprendre immédiatement, dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination. Les experts de l'Agence européenne des médicaments ont confirmé notre approche, a dit le ministre de la Santé allemand. Il était juste de suspendre par précaution la vaccination par AstraZeneca jusqu'à ce que l'accumulation de cas de ce type très rare de thrombose ait été analysée. Permettre aux médecins de continuer sans cette information aurait été difficile à justifier. D'autres pays, notamment les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne, vont attendre la semaine prochaine pour reprendre les injections. Le temps de faire le point et de reconsidérer par exemple les groupes d'âge visés pour ce vaccin, explique la ministre de la Santé espagnole. Lundi prochain, nous nous réunirons avec les régions pour définir définitivement quel groupe, sur la base de l'alerte reçue et de la modification du dossier technique, nous commencerons à vacciner avec AstraZeneca dans notre pays. De leur côté, la Norvège et la Suède attendront d'avoir effectué la semaine prochaine leurs propres évaluations pour reprendre la vaccination. En Italie, les injections reprennent dès ce vendredi. Comme dans beaucoup de pays, un certain nombre de personnes gardent des réticences face au vaccin, tandis que d'autres assument la dose d'incertitude que comporte tout médicament. Personnellement, je n'ai pas confiance. Je ne me ferai pas vacciner. Je sais que moralement, ce n'est pas très correct, car si tout le monde pensait comme moi, le Covid ne disparaîtrait jamais. Mais malheureusement, je n'ai pas confiance.
Tout médicament comporte un certain pourcentage de risque, celui-ci aussi, comme tous les autres. Croisons les doigts, je vais certainement l'obtenir et si je dois avoir l'AstraZeneca, alors je me ferai vacciner. Premier pays européen à avoir subi de plein fouet la pandémie, il y a tout juste un an, l'Italie commémorait hier les plus de 103 000 victimes du Covid-19. Voilà, retour sur notre plateau pour parler bien entendu de la crise sanitaire. Le vaccin AstraZeneca a suscité beaucoup d'inquiétudes, il a même été interdit. Comment expliquer ce revirement de situation, ce rétropédalage, si on peut ainsi l'appeler, de l'OMS et de l'Agence européenne de médicaments qui autorise aujourd'hui l'utilisation de ce médicament? Finalement, disons que le facteur risque, sinon l'élément qui provoquait les caillots de sang qu'on a relevés sur certaines personnes injectées, a été identifié par le service d'hématologie de l'université d'Oslo, c'est au Danemark. Alors, ils ont expliqué, le chef de ce service a expliqué que pour certaines personnes, il y a une réaction forte immunitaire qui a produit un excédent d'anticorps et qui a ensuite entraîné les caillots sanguins, donc qu'ils appellent la thrombose. Et aujourd'hui, que disons, ce problème a été clairement identifié, ils ont convenu qu'on pouvait mettre en place un protocole de réaction pour gérer sereinement dans les cas où éventuellement cela se répétait. Donc, à partir du moment où on a identifié le problème et qu'on a mis en place un protocole de réaction et qui n'est pas quelque chose d'impossible à traiter, et donc la science avance parce que d'abord, la science, elle a émergé comme une science expérimentale. Donc, cela suppose qu'il y a une part d'expérimentation, c'est-à-dire qu'elle avance à tâtons, elle fait des expériences, elle s'améliore et progresse. Donc, c'est la science aujourd'hui, dans toute sa dimension expérimentale qu'on voit face au coronavirus, qui, en même temps qu'elle cherche est-ce qu'il n'y avait pas lieu de faire cette expérimentation bien avant d'officialiser il y a eu une phase des essais cliniques. Ah, mais bien sûr, si pendant la phase des essais cliniques qui concerne par exemple 10 000 personnes, parmi les 10 000 personnes, il n'y a personne qui a un système immunitaire qui réagit de la sorte parce que sur les 5 cas de thrombose recensés, il a fallu vacciner environ 30 millions pour qu'il y ait 5 cas de thrombose. Donc vous voyez que... Des cas isolés alors? Voilà, des cas vraiment extrêmement rares. D'accord. Voilà. Docteur Samuel Maté, votre point de vue, AstraZeneca de retour, comment expliquer ce revirement de situation? Bon, il y a deux choses au fait qui se passent ici. La première chose, c'est qu'il a été démontré après une étude qui a été lancée sur le terrain, notamment dans les pays comme la Norvège, que les personnes qui ont eu les problèmes de caillots de sang, la proportion était infime. Et la deuxième chose qui a été démontrée était que non seulement ces proportions étaient infimes, mais ces proportions de personnes, ça touchait plus n'est-ce pas, les gens du troisième âge. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il a été décidé que la vaccination continue puisque le problème était circoncis, mais également que dans tous ces pays, que la priorité soit donnée aux seniors, c'est-à-dire des gens qui ont 60 ans et plus. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce vaccin est officialisé à nouveau, mais certains pays restent encore très sceptiques, dont la Norvège, la Suède et le Danemark, qui disent patienter avant donc de relancer éventuellement ce vaccin sur leur territoire. Quelle devrait être devant donc ces positions opposées, l'attitude de l'Afrique? Nous avons reçu ce vaccin sur notre territoire. Que devront faire les Africains? Ils devaient arrêter. Ils devaient arrêter de vacciner. Vous prenez un pays comme le Togo qui a aussi reçu l'AstraZeneca, la Côte d'Ivoire également dans le cadre des campagnes COVAX et tout. Mais les gens ont continué de vacciner au fait. Ça montre un certain degré d'inconscience, vous voyez. Et ça, il faut remédier à cela. Et c'est ça dès le départ. Est-ce que l'Afrique a aujourd'hui les moyens d'arrêter? Si, elle a les moyens d'arrêter. Elle a les moyens d'arrêter parce que elle ne se concentre pas sur les solutions qui sont apportées par les Africains. On a eu le cas de Madagascar et récemment on a eu le cas, c'est vrai que c'est un cas qui est à controverse et à polémique. En Tanzanie, vous voulez dire? Je crois que c'est le Congo RDC aussi. Oui, la Tanzanie aussi a... Oui, qui a sorti des... Et récemment, je ne veux pas me porter en faux,
Mais on a eu des amis autour qui étaient souffrants, mais bon, Artemisia et tout, etc. Mais je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prêter à être ce que je ne suis pas. Donc, mais c'est pour dire qu'il y a eu des cas en Afrique où des scientifiques africains se sont avancés pour dire « nous avons des solutions ». Mais ils n'ont pas été pris au sérieux. Et on s'est automatiquement tourné vers, n'est-ce pas, l'extérieur comme d'habitude. Qu'est-ce que ça aurait coûté à un certain nombre de pays de créer un protocole autour, par exemple, du médicament? Mais les trouvailles africaines ne sont pas scientifiquement démontrées, ça a été dit. Non, non, non. Le cas du Congo RDC, en tout cas, d'après ce que j'ai lu et vu en documentaire, ils disent qu'ils ont fait des tests. Sur des hommes? Oui, sur des hommes, bien sûr, puisqu'ils ont commencé. Vous voyez, c'est-à-dire que... Vous parlez avec le sourire, ça veut dire que... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'Africain même est complexé au départ. Mais justement... L'Africain est complexé au départ de ce qui est produit en Afrique. Est-ce que vous voyez? Vous savez le nombre de personnes que les vaccins contre la polio et tout ont tué en Europe avant qu'ils n'arrivent à la version complète? Donc c'est un peu ça. L'Africain est complexé au départ. Tout ce qu'il y a eu comme expérimentation dans les pays occidentaux avant qu'il n'arrive à des médicaments. Donc il faut que, dès le départ, que non seulement au niveau national, mais au niveau africain, qu'on puisse se dire, et ça a été une bonne chose que le CDC africain a été créé, même s'ils n'ont pas les moyens. C'est quoi le CDC? Le CDC, c'est un organe qui devait surveiller tout ce qu'il y a comme épistémologie en Afrique, etc. Okay. Ces genres de choses, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc aujourd'hui, c'est de se dire que l'Africain en lui-même, l'individuel africain a prouvé qu'on peut apporter des solutions. D'accord. Est-ce que, je n'ai pas fini, est-ce que ces solutions sont éprouvées ou pas? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que du moment que l'individuel africain a fait sa part, pourquoi est-ce que nos leaders n'ont pas fait leur part pour se dire que donnons une chance à ces individus? Donner une chance à ces individus, c'est quoi? C'est voter un budget pour accompagner les recherches? C'est voter un budget, c'est de pouvoir voter un budget pour faire des tests et de les accompagner, et ainsi de suite. Ça n'a pas été fait. Moi, c'est ce que je déplore. Mais je ne veux pas rentrer dans une polémique pour dire que est-ce que ces médicaments avancés par les Africains fonctionnent ou pas. D'accord. Docteur Bangali, le Danemark, la Norvège, la Suède refusent jusqu'à l'heure d'utiliser le vaccin AstraZeneca. C'est une position opposée à d'autres pays. Quelle devrait être l'attitude des Africains, selon vous? L'attitude des Africains doit être celle du début, c'est-à-dire étant donné qu'ils se sont démontrés dans l'incapacité d'apporter une réponse locale et souveraine face au traitement de cette maladie, ils sont condamnés aujourd'hui à mimer la position des Européens. Donc, ils ne font que copier ce que les Européens font, ils le reproduisent et ils l'appliquent chez eux. Il a deux positions. Et donc, si, justement, en Afrique, chaque pays a son référent européen. Voilà. Okay. Donc, il est clair que quand, on griffe la métropole, donne le ton, il faut suivre. Voilà, donc j'estime qu'on ne peut pas à la fois tendre la main et puis se payer la mine d'être exigeant. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité ici de décider localement. Voilà, parce que les différents États ont décidé de démissionner et de faire sous-traiter cet aspect, c'est-à-dire la lutte contre le coronavirus à l'international. Donc, tout se décide au niveau international. Mais moi, nous, on reçoit juste... Vous poser une question à tous les deux. Intellectuel africain que vous êtes, nous sommes dans une situation critique de crise sanitaire mondiale. Vous évoquez des recherches africaines qui pourraient apporter la solution à cette crise. En tant qu'intellectuel africain, qu'est-ce que vous faites justement pour attirer l'attention de nos décideurs afin de se pencher sur cette question? En tant qu'intellectuel africain, vous êtes économiste. En tant qu'historien, nous sommes chercheurs. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'intellectuel africain? Nous sommes chercheurs et donc ce que nous sommes appelés à faire pour appuyer la société ou encore susciter des transformations, c'est de produire de la réflexion. Et cette réflexion-là doit être brassée et mise à profit par ceux qui dirigent, parce que ceux qui dirigent en fait, est-ce que ces réflexions utilisent les produits d'une industrie des idées. Et quand nous produisons des idées. J'écris abondamment. Concernant cette crise, est-ce que, en tant que chercheur africain, intellectuel, vous avez produit des réflexions? Pas moi personnellement, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche. Il y a des historiens en histoire de la santé. Mais pour ce qui concerne
les intellectuels, de façon générale, nous produisons des idées sur Non, tous les aspects de la vie de la nation. sur la question. Mais absolument, justement, les États ne décident pas en consultant les chercheurs locaux, ils décident en consultant les pays qui peuvent leur apporter des financements et, les chercheurs qui leur recommandent. Avant qu'on consulte de façon spontanée, il faut quand même mener une action. Docteur Samuel Maté, vous êtes intellectuel africain, économiste, brillant économiste. Ouais, quelles sont les actions que vous avez menées? Je vais vous montrer les actions. Je vais analyser en deux phases. Parce que l'ensemble, c'est-à-dire de niveau macroéconomique, les actions qu'ils ont menées, je t'écris ça. Voilà les actions qu'ils ont menées. Moi, je ne vois pas. Hein. Il faut le dire. Voilà les actions qu'ils ont menées. Ça veut dire? Zéro. Zéro. Donc, ils n'ont mené pas d'action. Ils étaient derrière leur clavier, dans des salons feutrés, en train de faire de gros discours, en fait. Est-ce que, ouais. Moi, j'ai fait des posts où j'ai défendu, où j'ai fait parfois des notes que j'ai envoyées à certains dirigeants africains, qui sont des amis, pour leur dire, écoutez, n'est-ce pas, ces individualités africaines qu'ils ont commencé à proposer des solutions pour au moins vérifier si ces solutions fonctionnent. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est là, votre question est tellement intéressante, et c'est là la remise en cause même. Il ne s'agit pas simplement d'accuser nos leaders. Nous avons tous notre part de responsabilité. Qu'est-ce que l'élite africaine, intellectuelle, comme vous le dites, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour aider au moins, encore une fois, mon débat n'est pas sûr si ces médicaments fonctionnent ou pas. Mon débat n'est pas à ce niveau. Mon débat est sur le fait que pourquoi n'a-t-on pas au moins essayé de mobiliser des financements pour soutenir et vérifier, faire des tests pour dire « Ah non, on a testé, c'est pas positif, c'est pas concluant ou pas ». Ça même, on aurait dû le faire. Et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. C'est bien dommage. Nous critiquons, mais il faut passer à l'action, chers intellectuels. L'Afrique attend beaucoup de vous. Ouais. Alors, dernière question relative à ce sujet. Aujourd'hui, il y a une psychose autour donc, de l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Est-ce que ça sera facile, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément, aux populations de s'adonner à cette vaccination? En deux phrases. Alors, il n'y a même pas lieu de se poser la question parce que ce n'est pas le seul vaccin après tout. Il y a aujourd'hui le vaccin russe Sputnik qui ne souffre d'aucune contestation. Il y a également le vaccin de Sinopharm. Donc, des pays sérieux aujourd'hui passent des commandes auprès des différents laboratoires pour diversifier les vaccins qu'ils proposent à leur population. Dans le cas de l'Afrique notamment, on a déjà évoqué ici le cas de l'Algérie qui est en négociation avec les Russes, non pas pour avoir des cargaisons, des stocks de leurs vaccins, mais pour avoir carrément le brevet pour produire sur place. Et cette initiative de l'Algérie et de d'autres pays a fait monter sur la scène internationale un débat sur la possibilité de rendre libres, gratuits, les différents brevets pour que les pays qui ont des installations pharmaceutiques qui peuvent produire sur place le fassent. Mais évidemment, comme vous le savez, c'est aussi une histoire de business parce qu'il y a des grands groupes qui ont investi des capitaux qui aujourd'hui comptent exploiter leurs brevets pour récupérer les fonds qu'ils ont investis. D'accord. Docteur Samuel Maté, vous avez la parole. Ben, écoutez, cette crainte des Africains, elle est légitime. Elle est légitime pour trois raisons. Au-delà de l'Afrique, dans le monde, parce qu'on a vu en Europe aussi une dame tout à l'heure dans l'élément qui disait qu'elle reste très sceptique. Oui, bien sûr. La crainte est légitime. La crainte est légitime du fait qu'il y a pas une bonne partie, mais une partie de la communauté scientifique qui rejette même ce vaccin. Donc, il y a une partie de la population semant le doute, quelque part, qui se dit que, si les plus initiés même, des médecins, des chercheurs rejettent ces vaccins, alors pourquoi nous, on va l'accepter? La deuxième raison qu'il faut noter, justement, ce sont les effets secondaires qu'on observe sur ces vaccins. Alors, selon les chiffres de l'Encyclopédie chrétienne mondiale, l'affiliation religieuse est en chute libre en Occident. En revanche, la foi chrétienne connaît une croissance rapide dans l'hémisphère sud, notamment dans de nouveaux centres comme en Chine et en Afrique, où le pourcentage de chrétiens est passé de 9% en 1900 à 49% en 2020, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus chrétien de la planète. Je dirais bonne nouvelle, consultant. Plutôt bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui s'explique, qui a des raisons.
Alors, à partir, je dirais, du tournant des années 1950, il y a eu une levée des obstacles à l'évangélisation. Et ça a entraîné la multiplication non seulement des instituts pastoraux qui ont formé plus de pasteurs, qui ont ouvert plus d'églises. Donc, ça a été une réaction à la chaîne. Sans parler, bien sûr, des différentes radios qui ont été installées, les télévisions chrétiennes également qui ont suivi. Et donc, les points de contact, les moyens pour atteindre les peuples non atteints, comme on le dit, se sont multipliés. Alors, au-delà de ce facteur-là, il y a un deuxième facteur qui explique cette montée en puissance de la foi chrétienne sur le continent africain. C'est que le peuple africain est un peu foncièrement croyant. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'évangile qui entre en Afrique, naturellement, ils viennent de sociétés où ils ont une conscience très structurée et claire de Dieu. Et donc, c'est l'un des facteurs, contrairement à la société, par exemple, japonaise, où aujourd'hui, l'Église a du mal à s'installer durablement parce que ce sont des gens qui viennent d'une société foncièrement athée. Et donc, c'est cela la différence entre la société japonaise, par exemple, et puis la société africaine. Mais dans l'athéisme, on a tout de même une culture de croyance. Comment? Dans l'athéisme, on a toujours tout de même une culture de croyance. Ils croient plutôt en des ancêtres qui sont, disons, passablement divinisés. D'accord. Voilà. C'est ça le principe du taoïsme qui est majoritaire là-bas. Docteur Samuel Maté, 9% en 1900, et quel bond, 49% en 2020. Comment expliquer cette montée spectaculaire de la foi chrétienne sur le continent? Non, ce qui serait intéressant, malheureusement, on n'a pas pu avoir les chiffres à temps, sur le fait qu'on peut avoir une évolution en pourcentage, mais quels sont les chiffres réels, en fait? Est-ce que vous voyez? On a observé ça récemment sur l'élément par rapport à la Tanzanie. On se rend compte que la pauvreté a diminué, mais le nombre de pauvres a augmenté. Est-ce que vous voyez? Parfois, on a de pareils contrastes. Que ce soit au niveau des grands pays, des pays non chrétiens comme le Maghreb, qui était très fermé parce qu'il fallait aller dans ces pays, dans le désert, faire face à une population très hostile aux chrétiens. Aujourd'hui, au travers de l'Internet, et on l'a vu avec plusieurs témoignages, que le fait que des émissions soient faites, par exemple, en arabe et toucher ces peuples au travers de l'Internet, ça permettait de passer outre cette barrière qu'il y avait en termes d'hostilité sur le terrain. Donc, les gens étaient touchés directement par l'Internet, par les canaux des satellites, etc., les téléévangiles. La deuxième chose qui peut expliquer, disons, ce bond en avant également est le fait que nous avons eu une véritable percée de la démocratie chrétienne. Donc, si vous regardez, par exemple, mon expérience personnelle, il y a de cela quelques années, j'habitais dans un quartier d'Abidjan et un ami qui s'est converti, après moi, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'1 mois, il s'est autoproclamé bishop et il avait son église. Bon, donc c'est ce que j'appelle la démocratie chrétienne. C'est-à-dire que les gens peuvent, de manière très volontariste, commencer à ouvrir des églises, etc. Parfois avec sincérité, qui fait progresser. Parce que les chiffres que vous avancez, moi en tant qu'économiste, on vous dira, c'est les chiffres de la quantité, mais ce n'est pas les chiffres de la qualité. Est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'on dit... On parle de qualité, on parle de la conversion réelle. De la conversion réelle. Et c'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on vous dit qu'ils sont à 89% chrétiens, même si aujourd'hui, les gens parlent plus de 80% ou 75% qui sont chrétiens. D'accord. Mais en même temps, si on prend les États-Unis, lesquels sont véritablement chrétiens qui appliquent la parole de Dieu? C'est cela. Là, je suis sûr que le mercure va descendre, très bas. Rapidement, docteur, vous avez déjà donné votre point de vue sur la question, je crois bien. On va prendre donc le contre-pied. En Europe, c'est l'inverse. On a plutôt une chute de la foi chrétienne. C'est une société peut-être trop cartésienne, rapidement. Oui, mais non, ça ne peut pas s'expliquer en 2 mots. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Europe est le résultat de plusieurs bouleversements qui ont commencé durant la période qu'on a appelée les siècles, puisque c'est 4 à 5 siècles, les siècles du grand péril prolongés par la civilisation de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe durant le siècle des grands périls? Il y a une vague d'épidémies qui ont amené l'Europe jusqu'aux portes de l'extinction.
Je prendrai le cas des épidémies de peste qui, par exemple, entré dans une ville comme Hambourg, ont décimé 80% de la population. Et en ce moment-là, la médecine était encore au stade de balbutiement. Et l'Église romaine là-bas a donné comme explication que c'est Dieu qui était le responsable de ces épidémies parce qu'il voulait châtier le péché. Et donc, on fait entrer Dieu dans le cœur des gens comme un Dieu qui détruit. Parce que durant cette période, il y avait une telle quantité de drames. Et qu'associer ces drames-là à un Dieu qui se dit amour, ça, au lieu de que cela crée la crainte dans le cœur, ça crée plutôt la haine de Dieu. Première étape, donc premier rendez-vous que l'Église a raté en Europe. Deuxième étape, c'est la civilisation de la Renaissance. Lorsque l'Europe sort meurtrie de cette période, alors Dieu va répandre un esprit de créativité pour que l'Europe puisse se reconstruire. Donc il va y avoir un bouillonnement intellectuel. Et face à ce bouillonnement intellectuel, l'Église se devait de prendre une position d'accompagner, d'appuyer. Au lieu de cela, l'Église s'est vue menacée dans sa position de régulateur social et s'est mise à combattre certains scientifiques. On a le cas notamment qui est très réputé de Galilée, qui a été jugé. Et donc là encore, l'Église s'est positionnée comme un oppresseur de ceux qui portent le changement. Parce que dans la civilisation de la Renaissance, c'est vrai qu'il y a les scientifiques, mais il y a aussi les réformateurs chrétiens qui ont été pourchassés. La plupart sont retrouvés en dehors de l'Europe, aux États-Unis. Donc, en Europe, l'Église a raté ces deux tournants majeurs de l'histoire qui a fait que finalement, aujourd'hui, on identifie l'Église à une institution qui est dangereuse pour l'évolution de l'Europe. Et c'est imprimé dans l'imaginaire des gens. C'est le produit de ces mauvaises décisions qui aujourd'hui, voilà, donc la comptabilité aujourd'hui, on en paye la facture. Docteur Maté, avec vous, on va passer à la question suivante aussi rapidement. L'Afrique est le continent qui prononce plus le nom de Jésus-Christ, vous l'avez dit, on a une démocratie, que vous avez dit, chrétienne, voilà. Mais curieusement, c'est le continent le plus pauvre. Alors que notre Seigneur dit qu'à lui revient tout l'or et tout l'argent du monde. Comment expliquer ce paradoxe? Ce paradoxe est expliqué par l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand on prononce le nom de Jésus-Christ et qu'on va dans les églises, on est plus dans une démarche de se dire que Dieu va descendre pour le faire. Est-ce que vous voyez? Contrairement à une démarche où on se dit « Dieu m'a donné les outils pour aller le faire ». Dans toutes les cultures francophones, anglophones, c'est comme ça? Dans les cultures anglophones, c'est moindre. Il y a moins d'impact. On entreprend plus. Oui, il y a moins d'impact. Mais le mal est quand même là. C'est-à-dire qu'on a une approche, moi ayant fait les États-Unis. Aux États-Unis, le chrétien standard, il se dit « Dieu m'a donné les moyens d'aller conquérir ». Est-ce que vous voyez? Donc, quand je prie, c'est pour aller créer des sociétés, c'est pour aller conquérir le monde. Mais dans l'approche africaine, on a une certaine passivité, on est passif, au fait, où on se dit que, bon, je vais prier, Dieu, donne-moi un enfant, j'attends un contrat qui doit venir, et je suis là, je ne bouge pas, je ne fais rien. Mais il faut justement que cette mentalité soit changée, au fait. Dans l'imaginaire des chrétiens. Donc vous appelez africains. plus à l'entrepreneuriat dans le milieu chrétien. L'entrepreneuriat dans le milieu chrétien et ce changement de mentalité qui accompagne l'entrepreneuriat pour se dire que Dieu t'a donné des outils pour aller conquérir. Et non, j'attends que Dieu m'amène sur un plateau d'or. Voilà. Docteur Bangali, comment expliquer cette situation? L'explication, c'est que dans les différents pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, le niveau d'accumulation de la richesse nationale ne dépend pas, absolument pas du fait de ce qu'on enseigne à l'intérieur des églises, mais dépend surtout du système d'exploitation ou de la doctrine d'exploitation qui est en vigueur dans ces pays. Il est clair que même en Judée, la Judée dominée par Rome, sous Jésus, ou cette Judée qui a vu les pas de Jésus était un territoire pauvre parce que tout ce qui existait comme richesse était soit transféré vers Rome ou accaparé par l'oligarchie de la famille d'Hérode. Donc, également aujourd'hui en Afrique, c'est le même schéma. L'Afrique est un continent, une terre bénie, nous sommes d'accord là-dessus, mais est-ce que ces ressources aujourd'hui bénéficient aux enfants d'Afrique? Il y a un système oligarchique tenu par les dirigeants locaux et leurs clans qui sont en complicité avec des multinationales qui pillent les richesses de l'Afrique et qui l'exportent vers l'étranger. Ce qui fait que finalement, quel que soit ce qu'on enseigne à l'Église, quelle que soit la richesse que Dieu accorde aux Africains, on a l'impression que la Bible dit que quand l'enfant il est encore mineur, son héritage bénéficie
à ceux sous l'autorité duquel il est établi. Donc aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est restée mineure. Et donc, ceux qui l'ont colonisé continuent toujours de bénéficier de l'héritage que Dieu lui a donné. C'est ce schéma-là en Afrique. Je partage pas, je tiens à préciser que je ne partage pas ce point de vue qui est fataliste, dans le sens que si on se dit... En deux phrases pour la fin de l'émission. Non, si on se dit que les leaders ont mis en place un système oligarchique et qu'on ne peut rien faire, on ne fera rien. C'est pas ce que je dis. Quel que soit le système d'exploitation... Le système d'exploitation est un obstacle même à l'entrepreneuriat. Oui, mais quel que soit le système d'exploitation... La monnaie est un obstacle à l'économie. David et Goliath, je parle en tant que chrétien, en tant que foi, David et Goliath, quel que soit le Goliath, Dieu suscite des David. Et moi, je l'ai découvert au travers du travail que je fais sur le terrain. Il faut qu'il bouleverse le système d'exploitation pour que cela... Ça va accélérer. Voilà, amis téléspectateurs, vous pouvez donc poursuivre ce débat chez vous à la maison. Merci à tous les deux. C'était un débat très passionnant. Merci infiniment. Oui, on se retrouve donc dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission e-décryptage. Merci encore une fois à Dr Samuel Maté. Merci à Dr Bangali. Vous pouvez donc, comme je le disais tantôt, poursuivre le débat chez vous à la maison. Merci. Bonsoir.